Vous êtes toujours à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95.2 par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter. Nous regarder via Internet. Notre invité ce soir dans le cadre de ce magazine Énergie Positive, Bruno Marion, KO mode d'emploi, solutions individuelles et collectives. Je vais ouvrir d'ici quelques instants le standard pour vous, auditeurs, auditrices et vos questions. Mais j'aimerais donner la parole à Eva. Eva, tu es là en stage avec nous. Merci de ta présence. Oui, bonjour. Voilà, donc tu as eu l'occasion d'assister à l'émission depuis le début, d'écouter Bruno. Ce qui est intéressant à travers ton point de vue, c'est que tu as 23 ans. Bruno a écrit ce livre et en l'occurrence a expliqué son point de vue, son regard sur le monde et notamment avec cette vision fractale. Et j'aurais souhaité avoir ton point de vue sur ce que tu as pu entendre, sur peut-être des zones d'ombre qui ont été à travers son discours ou sa vision du monde, si tu as des points où tu es divergent. Bref, de pouvoir exprimer ton point de vue à l'écoute de ce début d'émission. Bah, le chaos, c'est un terme que j'aime bien parce que je trouve qu'il correspond assez bien à ce que on peut ressentir en tant que jeune aujourd'hui. Effectivement, avec tout ce qu'on intègre de contradictoires et qui font qu'on n'a pas vraiment qu'un point de vue, c'est difficile à trouver avec tout ça. Euh, Après, justement, est-ce que le fait qu'il y ait un chaos qui se crée, c'est pas bien dans le sens où peut-être qu'on peut arrêter d'essayer de comprendre quelque chose et juste d'accepter qu'on ait des, le fait qu'il y ait une situation chaotique qui se crée, est-ce que c'est pas ce qui va permettre de créer un peu de l'humilité, je sais pas. Le- le- ce qui est important pour moi, c'est vraiment le côté que le chaos, c'est ni bien ni mal. C'est-à-dire que c'est un état de choses. J'observe qu'il est, des points de vue que j'ai évoqués, le système est devenu chaotique. C'est-à-dire que l'ensemble des êtres humains est devenu chaotique. Est-ce que c'est bien ou mal? J'ai pas d'avis. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est comme ça. Par contre, effectivement, une fois qu'il l'est, qu'est-ce qu'on en fait? Et Et peut-être qu'une des choses qu'on peut en faire, c'est effectivement réacquérir l'humilité, puisque dans un système linéaire ou proche de l'équilibre, on pouvait avoir l'illusion du contrôle. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on l'avait. Et beaucoup de gens ont encore ce discours. Bah, il n'y a plus de pétrole, c'est pas grave, on va trouver autre chose. Alors qu'effectivement, les théories du chaos nous apprennent que le système est imprévisible. Est imprévisible. Au-delà même de l'aspect hors de contrôle, il est imprévisible. Est-ce qu'on va avoir l'effondrement? Est-ce qu'on va avoir l'émergence? Je sais pas. Je sais qu'on peut y contribuer. Et effectivement, probablement que ça réentraîne une forme d'humilité par rapport à cette imprévisibilité des choses. ouais, parce que est-ce que chercher du sens, c'est pas vouloir contrôler un peu, enfin. Je crois pas. Je crois pas, et pour ça, je vais prendre l'image de la tempête. La différence entre piloter un bateau sur une mer calme et le piloter dans la tempête. Euh, le fait qu'on soit dans la tempête n'empêche pas d'avoir une direction. Par contre, au quotidien, on est là, on bouge le gouvernail dans tel sens, dans tel autre. Maintenant, on sait quand même qu'on veut aller vers tel port. Et le sens, c'est ça que j'entends. C'est que c'est pas parce que le monde est chaotique que on peut pas avoir une recherche de sens individuelle et collective. C'est-à-dire que moi, je peux, ok, avoir le monde est chaotique autour de moi, mais je peux avoir une inspiration à faire que ma vie soit plutôt comme ça. Alors, c'est là où j'aurais besoin d'humilité. Comment je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien. Maintenant, mon sens, c'est ça. C'est de créer cette direction, de dire voilà, moi j'ai envie d'aller là. Et c'est ça, je pense, qui est important. Quand je parle de sens, c'est ce sens-là. C'est de dire, moi, j'ai envie d'aller là, à titre individuel, et j'ai envie que nous, au sens collectif, nous allions là. C'est de ce sens-là que je parle. Et est-ce que l'état chaotique du monde, il n'a pas été créé par, une trop grande volonté de, je sais pas, de comprendre et de mettre du sens. Enfin, je sais pas.
Je crois pas. Je crois que le monde est devenu chaotique pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire le simple fait de l'augmentation de la population. Je pense pas qu'il y ait une sorte de, enfin peut-être, hein, il y a peut-être des conspiracy theories qui vont expliquer que on a tout fait pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Ceci dit, il y en a qui sont en train d'expliquer que c'est l'inverse. Il y a des gens qui essayent de contrôler Donc voilà, donc on peut peut-être trouver dans les deux sens. Je crois pas. Moi, je crois pas. Je pense que voilà, naturellement. Parce qu'il y a eu de plus en plus d'accès à la nourriture, parce qu'il y a eu de plus en plus d'accès à des formes de soins, la population a augmenté. La communication, je pense pas non plus qu'il y ait quelqu'un qui ait dit faut Internet pour créer le chaos. Je crois que l'homme aspire à communiquer. À ce titre-là, je rappellerai qu'il y a beaucoup plus de gens sur Terre qui ont un téléphone portable que d'accès aux toilettes, que d'accès à l'eau potable. C'est qui donne, c'est pas une preuve, mais donne une idée de l'importance de la communication pour l'homme. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là qui sont arrivés, et voilà, et maintenant on se retrouve là. On se retrouve là, c'est comme ça. On se retrouve là. Autre chose, Eva? Pour l'instant, non. Je remercie de ta participation parce que c'est très intéressant du haut de tes 23 ans. Comment est-ce que tu perçois le discours de Bruno Marion? C'est forcément toujours intéressant. Il n'y a pas de questions, et je le dis pour toi et je le dis aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, mais pas forcément à intervenir, parce que, entre guillemets, prendre son courage pour poser une question, penser qu'on aura peut-être l'air bête, il n'y a pas de mauvaises questions. Bruno. Oui, mais je voudrais même aller plus loin parce que dans le système pyramidal, il y a un gars qui croit avoir découvert le truc, moi là en l'occurrence, qui écrit son bouquin, les autres ils les lisent et puis ils se taisent. Mais c'est très précisément le monde auquel je ne crois plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement le challenge, la contradiction et surtout la co-construction. Ce qui est intéressant, c'est, voilà, moi j'ai amené ma petite pierre à l'édifice, en plus de ça avec des grands dangers, parce que quand on essaye de vulgariser, entre guillemets, quelque chose, on est toujours sur le fil du rasoir, d'aller trop loin dans la simplification et donc de raconter des conneries, ou de pas aller assez loin et de raconter des trucs que personne comprend. Donc c'est vraiment un enjeu de co-construire. Et je rajouterai encore une chose, c'est que moi, je suis un vieux con, quoi. Va dire va passer 25 ans, on est des vieux cons. Donc, ce qui est intéressant, c'est moi, mon cadeau, ce serait que ce livre, il soit lu par des gens de ton âge et que vous le détruisiez, que vous le réappropriez, que vous le découpiez et que ça vive, quoi. Et que ça vive et que je sois brûlé avec mes livres ou les exemplaires qui restent en étant blasphématoires. Voilà, c'est le truc qui vive, quoi. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple du Kyudo, l'art du tir à l'arc japonais, s'il te plaît, Marc? Alors, j'ai pris cet exemple parce que ça me permettait, en trichant un peu, en voulant parler un peu de l'Asie, qui était un des fils conducteurs, comme tu l'as rappelé, de parler d'une autre approche philosophique, je l'ai dit, hein, les sciences, les spiritualités aux religions et les philosophies, c'est les grandes grilles de lecture qu'on a utilisées au cours des siècles, au cours de l'humanité pour comprendre le monde. Et le Kyudo me permet de parler justement de l'approche intégrale, qui nous offre une autre grille de lecture. Les grilles de lecture, c'est toujours important de savoir que c'est que des grilles de lecture. Ça aide à voir, et ça a des limites. Et le dire que le monde est le chaotique, c'est d'une grille de lecture, et ça a des limites. Proposer l'évolution des systèmes chaotiques, c'est une grille de lecture, ça a des limites. Les images fractales, c'est une grille de lecture, ça a des limites. L'approche intégrale, c'est une super, pour moi, du point de vue philosophique, c'est la plus belle grille de lecture qui existe. Et c'est de dire que de tout temps, l'être humain a aspiré au beau, au bon et au vrai. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le tir à l'arc japonais. Il y a le vrai, c'est de tirer la cible, hein, mais le beau, c'est que ça doit être beau. Et le bon, c'est qu'on est en harmonie avec l'univers. Et dans le cas de l'approche intégrale, le bon, c'est on est en harmonie avec les autres. C'est le nous. Et je trouve que c'est vraiment un enjeu de comprendre aussi ces aspects-là. Alors, le beau, le bon et le vrai, ça remonte aussi aux philosophes grecs. Hein. Le beau, c'est l'inspiration à la beauté. Toutes les cultures aspirent au beau.
la réponse ne va pas être la même, mais l'aspiration au beau, c'est aussi l'intériorité, c'est aussi sa spiritualité, c'est sa propre intériorité. La spiritualité, on pourrait dire, c'est de l'ordre du beau. Le bon, c'est comment on vit ensemble, c'est la culture. Le bon, c'est comment vous me percevez. C'est-à-dire que moi, je peux me trouver très très beau, avoir des inspirations spirituelles, mais être un vrai enfoiré et vous trouver que je suis pas quelqu'un de sympa, quoi. Et puis le vrai, c'est le principe de réalité. C'est est-ce que tout ce que je raconte, ça se traduit dans la réalité? Est-ce qu'on peut le prouver? Est-ce qu'on peut le reprouver plusieurs fois? Et c'est probablement un des apports de la science dans ce qu'elle a eu de meilleur, c'est le vrai, c'est la rationalité. La rationalité est un énorme apport, et comme à chaque fois on peut voir les dangers, hein. Le danger de la rationalité, c'est le rationalisme, quoi. C'est de fait de pousser les choses à l'extrême. Et donc comme dans le tir à l'arc japonais, je trouve que la philosophie intégrale nous apporte une grille de lecture et qui permet justement d'être dans le et. C'est pas que il faut trouver la voie spirituelle, c'est pas que les technologies vont résoudre tout, c'est pas que si on n'arrive pas à vivre ensemble, tout va s'écrouler. Non, non, c'est les trois, hein. C'est les trois, il va falloir qu'on trouve des manières de vivre ensemble, qu'on crée une forme de culture, qui sera, je l'espère, multiple, comme dans une belle image fractale. Il va falloir qu'on développe du sens pour soi, au niveau collectif, et puis il va falloir qu'on utilise tout ce que nous offre le vrai, par exemple les technologies dans ce qu'elles ont de meilleur. Une réaction, réflexion, peut-être Eva, suite aux propos de Bruno? Non, je vois pas. Pas de souci. J'ouvre le standard, le 08 92 23 95 20. Vos questions en direct à l'antenne auprès de Bruno Marion, le 08 92 23 95 20. En attendant les appels des auditeurs, Bruno, j'aimerais que tu puisses nous parler de cette histoire d'une amie qui vient à toi et qui te fait part du grand écart qu'elle est en train d'avoir dans sa vie. Et je pense que, au vu du nombre d'auditeurs que j'entends à l'antenne, ils doivent être nombreux dans sa situation. Oui, alors moi j'observe dans mes voyages, dans mes rencontres, un monde de souffrance de plus en plus. J'observe des gens partagés entre, par exemple, ce qu'ils vivent personnellement, leurs valeurs, et ce qu'ils vivent dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire, si je dis les choses de manière un peu caricaturale, vous rencontrez dans des dîners des gens humains qui vous parlent de développement personnel, de l'avenir du monde, et qui le lendemain sont de véritables manipulateurs. Je parle même pas qu'ils ont licencié 300 personnes, parce qu'à la limite, on pourrait presque faire ça de manière humaine, on pourrait imaginer. Non, 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 des vraies ordures, pour être un peu clair. Et c'est les mêmes personnes. Et je pense que voilà, c'est de la fracture, comme tout à l'heure, on avait dit, il n'y a plus la droite, il n'y a plus la gauche, il n'y a plus le masculin, il n'y a plus le féminin. Là, c'est pareil, ça peut pas tenir, ce truc-là, quoi. On peut pas être à la fois quelqu'un aimant, humain, avec ses proches, avec ses amis, et être un tueur au boulot ou au bureau. Et on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a, ça fait deux identités, mais je pense que là aussi on va trouver des identités de plus en plus multiples qui vont devenir fractales. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Il y a 150 ans, on avait une identité. En tout cas, notre société, le social, nous envoyait une identité. On était le fils Marion. On était le fils du boucher, on était le boucher. Si on était un Ardéchois immigré à Paris, on était l'Ardéchois. Voilà. Et ça on le traînait toute la vie, hein. Ça n'allait pas changer, ou très peu changer, et très lentement. Et puis là, on commence à avoir plusieurs identités. On peut même, par exemple, si on est parent, on va avoir une identité au travail et une autre identité à la maison. Mais peut-être qu'on n'aura pas exactement le même type de comportement, le même type d'identité avec ses enfants et avec sa femme. Et puis, etc., etc. On va se comporter d'une certaine manière avec un ami et différemment. Et là, le truc commence à s'exploser, quoi. Mais alors, est-ce que d'un point de vue psychiatrique, le fait d'avoir une multiple personnalité comme ça, on moi, ne serait pas qualifié comme étant fou? Je suis pas psychiatre, mais qu'est-ce que j'observe? J'observe des gens qui pètent les plombs. Et là, on retrouve le côté ça oscille, ça pète les plombs, c'est de plus en plus hystérique, et des gens qui trouvent du sens à tout ça, qui retrouvent une sorte de direction, et qui arrivent à un niveau d'éveil, on peut appeler ça comme ça, en tout cas un niveau plus complexe, où tout ça reprend du sens. Et j'ai envie de dire qu'ils retrouvent une forme d'authenticité, quelles que soient les identités multiples qu'ils ont, qui sont eux-mêmes. Et d'ailleurs, quand on les rencontre, ces gens, on le sent.
C'est pas au niveau du mental, on le sent. C'est comme des acteurs qui joueraient juste, quoi. Ça tient la route, le truc. Et puis il y a des gens qui pètent les plombs. C'est-à-dire que le truc s'écroule. L'ami dont tu parles a fait un burn-out, 3 semaines d'hospitalisation, un an de dépression profonde, et c'est la France, premier pays au monde avec les anxiolytiques, les drogues chimiques de toutes parts. Donc on voit les deux, effondrement ou émergence, avec des gens qui s'effondrent au sens le plus dur du terme, et des tas de gens qui émergent, des tas de gens qui découvrent de nouvelles formes de conscience. On va y revenir. On va laisser la parole tout de suite à Philippe. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour cette intervention. Donc Bruno Marion, avec votre exposé et votre livre sur les théories du chaos. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais beaucoup de reproches à faire intérieurement au fur et à mesure que se développait l'exposition. Mais votre intervention après Eva a rétabli la balance en quelque sorte quand vous avez parlé de grille de lecture. Donc moi, initialement, ce que je me demandais, c'était est-ce qu'il s'agissait d'exposer une xème théorie à laquelle on serait forcé de croire, hein, parce qu'il y a beaucoup de théories autour des questions scientifiques, et je me disais que c'était très en accord avec la pensée moderne, avec le présent, avec le paradigme présent. Et à partir de là, je m'étais fait pas mal de réflexions, et peut-être que si j'ai 2 minutes, j'arriverai à exposer un peu le développement de ce que j'ai pensé au fur et à mesure de ce qui s'est dit. Alors d'abord, j'ai noté Alors excuse-moi Philippe, parce que 2 minutes, ça risque peut-être d'être long. Alors je sais pas, je voudrais déjà peut-être en rapport avec tes premiers propos, oui. laisser la parole à Bruno, voir ce qu'il ressent de ce que tu viens de dire. D'accord. Oui, ben moi je trouve que ce que dit Philippe est tout à fait juste. Je crois que c'est un des trucs que je dis dans le tout début de mon livre, je sais plus si c'est dans l'introduction, et je l'ai dit à un moment, et le grand danger, voilà, c'est de croire qu'on a tout compris. Et je l'ai dit de plusieurs manières, je suis convaincu que, et le mieux, ce serait le plus tôt possible, quelqu'un va remettre en cause ce que je raconte. Moi mon truc, c'est plutôt de l'ordre, j'ai utilisé le terme de grille de lecture, je voudrais en rajouter un autre, c'est la boîte à outils. Moi, ce que j'ai envie de donner, des fois je dis c'est des lunettes, quoi. Alors on peut avoir des lunettes pour regarder de loin, des lunettes pour regarder de près, des lunettes polarisantes, et faut en changer. Faut en changer. Si le truc qui parle aux uns c'est plus la spiritualité, bah utilisez la grille de la spiritualité pour comprendre le monde. Si c'est plus, et puis changez-en. Voilà, moi j'en propose une qui est à mettre dans la boîte à outils. Voilà. Faut la mettre dans la boîte à outils avec les autres. Et donc ça me paraît très moderne parce que c'est quand même assez nietzschéen dans le fond, et ça rejoint aussi les théories bouddhistes, enfin la religion bouddhiste et la philosophie confucéenne dont on parle souvent sur la chaîne. C'est très intéressant, je trouve. Mais malgré tout, je pense que ça s'inscrit c'est très moderne comme pensée. Mais ça rejoint aussi l'orientalisme. Mais sinon, y a un truc qui est intéressant à voir par rapport à tout ça, je pense que c'est le concept d'homéostasie, c'est-à-dire que tout schéma vise à se reproduire à travers son équilibre, et on retrouve toujours les mêmes schémas. Donc vous parliez des fractales. Des fractales, et il y a un truc qui est intéressant à voir au niveau de l'évolution cosmique et biologique, c'est que on retrouve des schémas qui se retrouvent, par exemple, chez les animaux. Pour le sexuel, c'est souvent le mâle qui est... Je donne un exemple. C'est souvent le mâle qui est paré, qui a des couleurs, qui est là pour attirer la femelle. Et chez l'humain, on observe l'inverse.
Et donc ça rejoint le concept de rétroaction, c'est-à-dire qu'on trouve les mêmes schémas, mais des fois les schémas s'inversent dans tout ce chaos. Et chez l'humain, c'est le contraire. C'est surtout la femme qui est parée pour attirer l'homme. On retrouve ça aussi chez les plantes et les animaux. Les plantes, elles boivent, elles ont la bouche vers le bas, elles ont les organes sexuels vers le haut. Chez les animaux, c'est l'inverse. Elles ont les organes sexuels vers le bas et la bouche, l'alimentation vers le haut. Donc, c'est intéressant de voir que les schémas se reproduisent sur des formes des schémas très différents, végétal, animal, etc. Et donc, on peut dire que l'ordre émerge du chaos. Donc, ordo ab chaos. C'est assez connu. Et par rapport à ça, et à l'homéostasie, moi j'ai parlé avec des mathématiciens parce que je me suis beaucoup intéressé à toutes ces théories du chaos, notamment par rapport à la loi de Poisson. Et je connaissais un mathématicien qui m'expliquait que plus un système est complexe, plus il a de chances de péricliter, c'est-à-dire que plus un système est complexe et plus il produit de chaos. D'accord ? Et le but de l'homéostasie, c'est de rétablir l'équilibre, c'est-à-dire de faire le système le plus complexe possible, tout en minimisant la production de son chaos. Et plus un système minimise son chaos, et plus il perdure. Donc tout ça, c'est des trucs qui sont assez connus. Donc on retrouve toujours, il y avait le concept de pattern qui était super intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve des modèles dans des domaines complètement différents. D'accord ? Et alors, puisqu'on est dans un contexte dans votre livre qui parle de solutions individuelles et collectives par rapport à toute cette théorie, ce qui est intéressant, c'est de voir ça aussi du point de vue socio-psychologique pour l'humain. Et il y a un concept qui est très intéressant que j'ai étudié, c'est le paradigme change à travers des processus de paranoïa. C'est-à-dire que quelqu'un se pointe, il dit « Moi j'ai tout compris, je suis pur, les autres n'ont rien compris ». Et au bout d'un moment, il y a 2-3 personnes qui disent « Ah ouais, dis donc, il est super bien, celui-là, on va faire ça ». Et au bout d'un moment, le processus paranoïaque se met en marche, les autres ont tort, nous on a raison, et un nouveau paradigme advient. Et souvent, il peut devenir des inversions d'ailleurs. Alors moi, personnellement, je suis croyant, donc je dis pas du tout ça pour affirmer l'existence de Dieu ou quoi que ce soit. C'est simplement que je m'intéresse au domaine d'une logique psychosociologique. Alors Philippe, si tu le veux bien, on va faire tourner la parole. Je la donne donc à Bruno. Oui, moi je suis très d'accord avec plusieurs choses qui ont été évoquées. J'aurais juste en reprendre deux, et la première, c'est pour moi la plus importante, c'est effectivement l'idée d'homéostasie. Et je vais peut-être pas le traduire aussi bien, mais dans la nécessité ou la capacité d'un système à assurer sa propre survie. Et je voudrais utiliser justement ça pour dire que de mon point de vue, il n'y a pas homéostasie du système humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humanité n'a pas trouvé ce qui lui offre cette homéostasie. Et d'ailleurs, elle se détruit ou s'auto-détruit de plein de points de vue. C'est-à-dire que le système n'a pas atteint ce niveau de complétude, si tant est qu'un système puisse atteindre la complétude, ce que normalement il ne peut pas. Mais alors, est-ce qu'on peut parler d'équilibre, pour reprendre les propos de Philippe ? Alors, l'homéostasie, c'est une sorte d'équilibre instable, hein, qui est en permanence, justement, qui gère ce déséquilibre permanent. Donc je crois, voilà, pour moi, un des enjeux, c'est l'émergence d'un nouveau stade, ou plus exactement d'une nouvelle échelle d'homéostasie. C'est-à-dire qu'on a réussi, il y a des homéostasies, par exemple la nation finalement, il y a pas mal de nations qui durent depuis quelques dizaines ou quelques centaines d'années, donc finalement il y a eu l'homéostasie au niveau politique, au niveau des nations. Je pense qu'aujourd'hui il y a besoin d'un niveau d'homéostasie qui soit au niveau de l'humanité. Cette homéostasie pour moi n'existe pas, et a besoin d'exister, et c'est pour moi une des formes d'émergence possible, et si elle n'apparaît pas, je pense que justement, et ça m'amène au deuxième point évoqué par Philippe, c'est que le système a atteint un tel niveau de complexité que sans cette homéostasie, il va s'écrouler. Et effectivement, plus un système est complexe, il y a aussi un autre aspect, c'est que plus il nécessite d'énergie. Et on le voit bien, ça.
on le voit bien, notre vie extrêmement complexe nécessite une quantité d'énergie au sens le plus primaire du terme, qui est de plus en plus importante, Et c'est aussi une des limites d'un système, donc crise énergétique, etc., etc. Mais ça, c'est qu'une petite partie du problème. Je trouve que l'image de l'homéostasie et de mon point de vue du manque de l'homéostasie au niveau humanité est une très belle image. Alors c'est là où je voulais en venir, justement, pour essayer de faire rapidement. Justement, c'est exactement là où je voulais en venir, à propos de la logique de l'énergie. Moi, ce que je fais vraiment la différence entre le chaos mécanique, dont d'ailleurs vous venez de le dire. Vous venez de parler du chaos mécanique et du chaos humain. Vous avez bien fait la différence, et moi aussi je fais cette différence. C'est-à-dire qu'il y a le chaos mécanique, on n'y peut rien, quoi. Il y a un tsunami, à moins qu'on croie à Harpe et tout ça, mais bon, disons que c'est naturel. Et puis il y a le chaos humain. Alors le chaos humain, il peut être provoqué par certaines figures. Ça peut être fait exprès pour provoquer un chaos humain. Alors vous parlez d'énergie, et moi ce que j'observe, c'est qu'il y a des logiques d'addiction qui se développent à partir de la technologie, et qui vont à l'encontre de l'instinct humain, dans le sens où l'humain est fait de telle façon que instinctivement il va chercher à comprendre dans quel environnement il est, et instinctivement il va chercher la vérité, et que donc certaines personnes développent des logiques d'addiction pour contrer cet instinct à chercher la vérité. Donc ça paraît tout simple parce qu'on pense qu'on comprend, on pense qu'on est des rebelles et tout ça, mais il suffit de quelque chose qui pose problème. Si on veut se défaire de cette chose qui pose problème, comme une pub qui dérange par exemple, comme je sais pas Orangina ou Oral-B ou Miko ou ce genre de truc, on veut s'en défaire, on se dit non c'est pas pour moi, on est obligé de développer une certaine somme d'énergie psychique pour contrer les effets de ce truc et pour se considérer comme libre, comme étant libre d'esprit. Bon. Alors là, et je ça, me permets... plus ça, au final, on n'a plus d'énergie. Alors Philippe, je me permets d'intervenir dans la conversation, puisque dans le livre justement de Bruno, il est fait référence à un moment donné au monde virtuel et au monde dit réel, à savoir le rapport de l'être humain avec la nature dont il est issu. Et j'aimerais peut-être, Bruno, que tu puisses mettre en perspective, puisqu'on parle des addictions ou des conditionnements très, très ancrés, comment concilier, de ton point de vue, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Ben, ça me renvoie à ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant un des enjeux importants, c'est la capacité à traiter de l'information et à apprendre à traiter cette information. Si on regarde l'évolution de l'être humain, ça aussi c'est une grille de lecture, hein, donc elle est challengeable, on pourrait dire que on a vécu l'époque qu'on va appeler, je sais pas, chasseur-cueilleur, quoi, chasse-cueillette. Après, on va parler de l'agriculture, élevage, et puis après, je sais pas, industrie, commerce, et puis aujourd'hui, information, ou moi je préfère création, communication, ou création, innovation. Alors, du point de vue du traitement de l'information, on peut observer quelque chose de très intéressant. Toute l'époque chasse-cueillette, on avait un rapport à l'information avec un temps très court. C'est-à-dire qu'on était des chasseurs dans l'esprit, et donc des chasseurs d'informations. Le moins de petits bruits, proie ou prédateur. Donc on était en permanence à l'affût, en alerte. On traitait très peu d'informations à temps long. Après, il y a eu agriculture, élevage, il y a eu l'invention de l'écriture, et puis surtout l'invention de l'imprimerie, quoi, la diffusion de l'écriture. Et là, on a commencé, incroyable, à se poser et à lire des trucs de 10 pages, 200 pages, 1000 pages, se poser dans un coin, tout seul. Mais ça s'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et on a commencé à enfermer les gens dans des classes pendant 1 heure, 2 heures, une journée entière, une année. Mais ça s'était jamais vu des trucs pareils. Et qui c'est qui a dit que l'homme ou l'esprit humain pouvait apprendre? Et on l'a fait. On a développé un rapport à l'information avec un temps long. Alors ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, et ça je trouve ça fascinant, avec Internet, c'est de nouveau le temps court. On zappe, on clique. Attendez, vous restez pas plus d'1 minute sur une page, c'est déjà énorme, quoi. Donc on clique. Et là, si vous regardez votre fil Twitter, si vous en avez un, votre fil Facebook, on est des chasseurs d'informations. On regarde le truc et ah ouais, ça a l'air intéressant, je clique, paf, paf. On redevient des chasseurs-cueilleurs d'informations.
Et là, Oui, je trouve qu'il y a un truc très intéressant du point de vue du et. C'est que je pense qu'un des enjeux, c'est par exemple si on est un peu âgé et qu'on est plutôt dans le temps long, c'est de réapprendre ce traitement que les plus jeunes d'entre nous savent bien mieux faire que nous, traiter de l'information à temps court. Et je pense qu'un des enjeux des plus jeunes et des plus âgés, si on veut leur transmettre ça, c'est également de transmettre de comment on traite de l'information à temps long et donc de convaincre les jeunes de lire des bouquins de 1000 pages, quoi. Et là, si on fait du et, on voit bien qu'on apprend à notre cerveau à faire des trucs qu'il n'a jamais fait avant. C'est les deux. oui, et à ce propos, ce qu'il y a de fascinant, je trouve, c'est c'est en lien aussi avec le chamanisme dont vous parlez souvent sur Ici et Maintenant, c'est qu'on retrouve des stratégies dans la société qui sont des stratégies animales. Ça rejoint aussi les arts martiaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se renfermer sur eux-mêmes, il va y avoir des prédateurs, il va y avoir le concept d'herbivore, etc., ce genre de trucs. Et même sur des trucs très spécifiques, quoi. Par exemple, le renard, il y a des gens qui sont très rusés, et c'est évident qu'il y a tout un schéma animal qui se redéploie en l'humain, et ça, c'est vraiment fantastique. Et par exemple, moi je trouve que la technologie, si vous connaissez Giger, elle a quelque chose d'insectoïde. C'est très efficace, mais c'est très froid. Enfin, c'est un avis personnel, hein, vous en pensez ce que vous voulez. Et par rapport à ça, il y a un proverbe que je trouve très intéressant, c'est tout est relatif, qui est souvent faussé, parce qu'on dit tout est relatif, c'est une sorte de vadé-rétro moderne. En fait, c'est une façon de dire je m'en fous. Alors qu'en réalité, si Einstein a dit tout est relatif, c'est qu'il voulait dire que tout était en rapport avec tout, et non pas que tout était à la fois vrai et faux. Donc là où je veux en venir, justement, et c'est là que je vais vous poser ma question, c'est que tout n'est pas à la fois vrai et faux. Est-ce que cette théorie, c'était un peu la peur que j'avais au début sur votre exposition, de ces théories du chaos, c'est que est-ce que c'est pas un moyen de nier le choix? Et donc, c'est ma question, en quelque sorte. Oh bah 2 points, moi déjà, j'ai pas de théorie, hein. Moi à la limite je suis un voleur ou un pilleur de la théorie des autres, ou un digéreur ou un traducteur de la théorie des autres. C'est-à-dire que j'essaye de piller dans ce que des esprits plus brillants que le mien ont fait dans les théories du chaos, pour en faire des outils, dans nos vies quotidiennes. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Après, non, moi, au contraire, j'essaye dans mon livre, depuis le début de notre conversation, au contraire, de redonner cette possibilité de choix. Quand je dis que chacun, on n'a jamais eu autant de pouvoir, justement parce que le monde est chaotique, justement, je dis, voilà, on a le choix. Quand je dis que c'est la première fois où on est conscient, on peut avoir conscience qu'on est à ce stade-là d'évolution de l'humanité, c'est justement parce qu'on a le choix d'agir. Excusez-moi, est-ce que ce serait pas l'inverse, justement, c'est qu'on a de moins en moins de pouvoir? Parce je ne le crois pas. La théorie de l'effet papillon, pour moi, c'est qu'une théorie, elle est pas, enfin, mécaniquement, elle n'est pas prouvée. Qu'un humain ait une influence sur l'histoire, d'accord, mais c'est la discipline historique qui a ses propres spécificités, ou alors c'est la discipline économique, enfin bon, c'est les sciences humaines, mais l'effet papillon en soi, dans la nature, il n'est pas prouvé. Donc, est-ce que la théorie du chaos infirme le fait qu'on suit une loi naturelle sans vraiment avoir le choix, ou le contraire? Je sais pas si je suis très clair, mais bon. Il y a comme dans tout une part de croyance et de fait. Alors l'effet papillon, du point de vue de la théorie et des mathématiques, il est prouvé, hein. Vous faites l'essai ce soir sur votre ordinateur, vous faites des incrémentations quelconques avec une formule mathématique, voilà. Et vous verrez qu'avec un petit changement sur la formule de base, vous aurez un résultat profondément différent. Donc ça, c'est un fait. Ça, c'est sur le papier. Mais qu'un papillon il bat de l'aile et qu'ensuite il y a une tornade au Mexique, ça
ça c'est pas prouvé, quoi. Bah, en tout cas, d'un point de vue météorologique, c'est une chose, ça l'est. Oui, Et, ça l'est, ça l'est, ça l'est. et d'autre part, dans la vision et le regard que porte Bruno sur le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, il met bien en perspective cette vision fractale, et que dans ce sens-là, dès le moment où on touche un détail du pattern, cela a une incidence sur le dessin qui serait beaucoup plus grand que le petit. De tout temps, il y a eu des effets papillons au niveau de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, il y a eu des Jésus tout seuls qui ont changé le monde, des Bouddhas qui ont changé le monde, des Mahomet qui ont changé le monde. Ça des tout premiers trucs que j'ai dit au départ de notre conversation, c'est le changement d'échelle. C'est ça qu'il est important de comprendre. C'est que des Bouddhas, des Mahomet, il y en avait tous les 1000 ans ou tous les 2000 ans. Moi, je peux vous assurer que des Snowden aujourd'hui et des Wikileaks, il y en a tous les 2 ans, il y en a tous les ans, et il va y en avoir tous les 6 mois. Eh bien, c'est là où je suis pas d'accord, parce que c'est pas des Bouddhas, c'est un Bouddha, c'est pas des Jésus, c'est un Jésus, d'accord ? Et moi, justement, ce que je trouve dangereux dans cette théorie qui est très moderne, c'est qu'elle se rapproche. Enfin, c'est un outil, ça je suis complètement d'accord avec vous, et j'ai bien conscience du fait que vous parlez de grille de lecture. Ça, je veux dire, il n'y a pas de problème pour moi. Mais dans la bouche de quelqu'un d'autre, il pourrait très bien utiliser ces théories, d'ailleurs il y en a qui le font, par exemple aussi avec la quantique, c'est la même chose, on fantasme sur la quantique alors qu'en fait on n'y connaît rien, quoi. Mais bon, c'est des théories qui se rapprochent du scientisme, qui peuvent verser dans le scientisme. Donc j'invite ceux qui s'intéressent à la théorie du chaos, ou à la quantique d'ailleurs, de bien comprendre la définition du scientisme. C'est-à-dire que, sous prétexte qu'on peut tout expliquer, on n'a plus le choix, quoi, parce que c'est logique. Oui, je partage pas du tout, je vois ce que vous voulez dire, mais ça ne résonne pas du tout en moi, c'est pas en tout cas ce que j'ai essayé d'écrire et de transmettre. Je crois profondément au choix. J'ai pris de nombreux exemples, y compris ce soir, pour montrer qu'effectivement, chaque chose, J'ai parlé du rationnel, je pense que c'est un immense apport à la pensée humaine. J'ai dit, il y a le rationalisme. Effectivement, vous avez raison. Je pense que la science est un énorme apport à la culture humaine, mais vous l'avez raison de le dire, le scientisme en est le danger. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a changé. Et moi, j'observe, c'est mon observation, elle a le mérite d'être la mienne, que je pense qu'on est à une époque de transition où il y a des phénomènes qui ne se sont jamais passés. En tout cas, pas à la même échelle, pas avec une non-localité, pas des phénomènes qui ont un effet aussi immédiat et aussi important à l'échelle de l'humanité. Vous pouvez à juste titre challenger cette observation, mais c'est la mienne au cours de mes voyages, mais je ne suis qu'un voyageur qui peut se tromper. Plutôt que de vous challenger, je vais pas vous challenger, mais au contraire, je vais vous remercier parce que je vais pas squatter non plus pendant 10 ans, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est quand vous parlez du temps. Parce que moi, je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui ne répond pas au téléphone et il a une soirée au bout du fil. D'accord ? Soit il répond pas, et ce qui ne sait pas, c'est qu'à cette soirée, il y a la femme de sa vie. Soit il répond, il y va, il a des enfants, qui auront d'autres enfants, etc. Et quand on parle du temps avec la théorie du chaos, que vous avez très bien expliqué, quand on comprend qu'il y a des futurs qui se jouent en permanence dans notre illusion du présent, parce qu'on sait que le temps est relatif, c'est sûr que c'est toujours vraiment fascinant de parler des théories du chaos et surtout de bien les expliquer comme vous avez fait. Et donc voilà, je vous remercie. Merci Philippe. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, comme Philippe venait à l'antenne pour nous faire part, ou faire part surtout à Bruno, de vos questions. 08 92 23 95 20. Alors il y avait Gabriel qui avait appelé hors antenne Bruno pour poser la question si justement dans les théories du chaos on pouvait obtenir un ordre. Est-ce qu'un ordre pouvait apparaître? Donc tu as déjà répondu à la question, mais je te la repose. Oui, c'est ça que je trouve poétique dans la théorie du chaos. C'est souvent je dis, quand je veux un peu résumer le truc, je dis que les théories du chaos, c'est pas les théories du bordel.
c'est les théories de l'ordre qui émergent du désordre. C'est cette capacité à trouver, dans certains cas, pas dans tous les cas, des patterns qu'on ne voyait pas. Et que du coup, on apprend à voir. C'est pour ça que j'aime bien l'image aussi de lunettes. On voit pas le truc, ça paraît être le bordel, et puis finalement, quand on met les lunettes, ah bah ouais, finalement, il y a une certaine logique. C'est pas forcément la logique qu'on connaissait, mais il y a une forme de logique qui apparaît. C'est ça, cet ordre qui apparaît du désordre. La difficulté du mot chaos, enfin c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est que dans le sens commun, c'est le bordel. Et effectivement, il y a de ça, sauf que les théories du chaos, c'est de dire que dans le bordel, il peut y avoir dans certains cas une certaine forme d'ordre. Et c'est là où la lunette, c'est là où la grille de lecture est intéressante, c'est quand elle nous aide dans notre propre vie, individuelle et collective, à savoir reconnaître cet ordre qui émerge. Parce que là, ça change tout. On se retrouve comme Moi, je me rappelle, j'ai porté des lunettes quand j'étais gamin, et je me souviens, la première fois qu'on m'a mis des lentilles de contact, mais j'avais l'impression que c'était un nouveau monde, quoi. Je pouvais faire du sport. Voilà, c'est pareil. Moi, c'est ça que je voudrais offrir aux gens. C'est, avec mes petites capacités, c'est des lunettes pour comprendre que leur monde, dans certains aspects, c'est pas le bordel. Il y a en fait du sens. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Gabriel. Gabriel. Oui, bonsoir. Donc en fait, par rapport à la manière dont Laurent a posé ma question, j'aimerais faire un petit rectificatif, disons. Mais en même temps, je remercie Laurent. En fait, ma question, c'était celle-ci. On a parlé, par exemple, tout à l'heure de sens, de la notion de sens. C'est Eva qui a soulevé cette question, et vous y avez répondu, Bruno. Et moi, ma question, qui se situe peut-être dans le prolongement de celle du sens, ce serait, y a-t-il une place pour la notion de cohérence plutôt que d'ordre, donc je parle de cohérence. Y a-t-il une place pour la notion de cohérence dans les théories du chaos? Et si oui, quelle est-elle? En fait, cohérence, moi je suis pas un scientifique ni un mathématicien, mais je crois que c'est comment dire, il y a de nombreux sens qui s'attachent à ce terme-là, et notamment scientifique. Voilà. Merci. Alors moi, je ne suis pas un scientifique non plus. Encore une fois, moi, je ne suis qu'un pilleur des autres grands esprits pour essayer d'en faire des outils que chacun peut utiliser. Le mot cohérence, moi, me parle beaucoup. Il me parle beaucoup à plusieurs niveaux, y compris au niveau émotionnel. Je trouve que, voilà, parmi les émergences qu'on peut voir apparaître, c'est retrouver des formes de cohérence. Et ce que j'aime bien dans le terme de cohérence, c'est le côté peut-être un petit peu plus souple par rapport à l'ordre. L'ordre qui émerge du chaos, peut-être que l'ordre, c'est un côté un peu militaire là pour le coup. Et effectivement, peut-être qu'on devrait parler, mais voilà, je l'ai jamais fait parce que personne ne l'avait fait avant moi. Mais peut-être que si Gabriel me demande pas trop de droits d'auteur, maintenant je dirais que c'est plutôt une cohérence qui émerge du désordre. Alors il y avait le côté sympa de horde qui émerge de désordre, mais c'est probablement plus une ou des cohérences qui émergent. En tout cas, moi, l'idée me paraît très belle. Mmh. D'accord, merci. Je vais vous poser une question. Enfin, j'ai encore une question, mais elle est vraiment simplette peut-être, triviale, mais comment peut-on traduire en français pattern? Les schémas, moi je dirais les schémas. Les schémas. Ouais, qui auraient une cohérence. Les schémas qui montrent une cohérence. On pourrait pas traduire ça également par empreinte ou trame? Enfin, c'est pas que je veux finasser, hein, mais c'est que j'ai souvent entendu ce terme-là, par exemple dans des stages de développement personnel, et en fait, ça me laissait un peu dubitatif, quoi. Oui, alors le pattern d'un tissu, oui, ça sera la trame.
Pourquoi pas? Moi, je trouve que, à la limite, ce qui est important, c'est quand si ça vous parle à vous, quoi. Je trouve que là, vraiment, en termes de sens, faut être capable d'aller au-delà des mots. Ce qui est Oui, important, c'est qu'est-ce qu'on voit et si le truc vous parle. Moi, par exemple, moi, je dis toujours, voilà, il y a, quand j'utilise le terme pattern, des fois, je dis, voilà, et j'utilise ça pour reconnaître des phénomènes, pour reconnaître des cohérences. Je dis, voilà, quand vous voyez un truc une fois, ou quand ça arrive une fois, c'est un accident. Quand ça arrive deux fois, c'est peut-être une coïncidence. Mais quand ça arrive trois fois ou plus, là, on peut commencer à s'interroger, savoir s'il y a un pattern ou, allez, allons-y, une cohérence. d'accord. Donc c'est schéma qui est le sens le plus évident. C'est celui que je propose là, mais je suis prêt à en accepter d'autres, en accueillir d'autres. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci Gabriel, bonne soirée à toi, bonne fin de nuit. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Miklos. Miklos, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'était pour parler de l'effet papillon. Enfin, pour vous, j'ai une explication, enfin une visualisation assez simple. Si on prend de l'eau et qu'on la fait refroidir à 0 degré, elle devient de la glace. Si on la fait chauffer à 100 degrés, chacun sait que ça devient de la vapeur. Alors, vous allez me dire l'effet papillon, il est où? C'est l'effet papillon, c'est que une eau à 1 degré, elle est liquide. Et si on débaisse ne serait-ce que d'1 degré, elle devient de la glace. Vous voyez? Et dans l'autre sens également, si on chauffe de l'eau, de 0, de 1 à 50, à 60, 70, 80, 90, 99, il ne se passera rien. Et puis, tout d'un coup, pour 1 degré de différence, hop, l'eau se transforme en vapeur. Vous voyez, c'est tout à fait l'effet papillon, et c'est d'ailleurs l'effet fonte des glaces qu'on observe actuellement. Alors, effet papillon ou mécanique newtonienne? Alors, en fait, Alors, il y a toujours un danger qu'on fasse des débats sémantiques. Et encore une fois, ce qui est important, c'est tous ces outils, ces lunettes. Si ça vous parle, gardez-les, quoi. Là, ce dont vous parlez, c'est pas l'effet papillon, c'est l'effet de seuil. Pardon. C'est l'effet de seuil et c'est aussi un phénomène extrêmement intéressant. L'effet papillon, c'est vraiment le côté aléatoire. petit effet, une petite action va avoir, ou peut avoir, plus exactement, comme on l'a rappelé, tous les papillons ne déclenchent pas des tempêtes, mais peut déclencher une tempête. Ce dont vous parlez, c'est l'effet de seuil. L'effet de seuil, oui. Ouais, L'effet de seuil déclenche toujours, oui, quelque chose. Oui, oui, d'accord. Et il est aussi très important parce que dans le monde justement chaotique dans lequel on vit, il y a plein d'effets de seuil. Alors l'effet de seuil se situe plus au niveau de ce qu'on a appelé le tipping point, le point de déclenchement. C'est-à-dire que le système est à l'équilibre, il est à l'équilibre, il oscille, et il y a un moment, et là il y a effet de seuil. Le truc, voilà, c'était à 99 degrés et paf, là le système, il devient hors de contrôle. Donc on va retrouver l'effet de seuil, mais on le retrouve en fait au niveau du tipping point. Ah d'accord. D'accord, merci bien. Merci. Merci Miklos, au revoir. Le 08 92 23 95 20 avec Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Je voulais juste réagir à l'effet papillon aussi. En fait, c'est pour moi, en fait, l'effet papillon, ça se rapproche aussi du hasard. C'est que pour moi, le hasard n'existe pas. C'est plus des actions et des réactions. Du coup, il ne faudrait pas tellement voir, peut-être si j'ai bien compris l'effet papillon, un papillon tout seul, mais plutôt une armada de papillons différents qui ne sont pas forcément les mêmes papillons, qui agissent tous et qui a forcément des actions et des réactions, que ce soit un élément intelligent ou que ce soit quelque chose qui agisse juste comme ce qu'a expliqué le précédent auditeur de l'eau qui s'évapore. Bon, il y a forcément une logique derrière tout ça. Peut-être pas pour ce qui est inerte, mais dès que ça touche à une espèce, à quelque chose, je pense qu'il y a une cohérence. Mais que dans le cas de l'homme, je pense que cette cohérence, elle implique aussi que l'information soit transmise et qu'il y ait une transparence globale. Et je pense que c'est ça qui pêche actuellement, qui manque de transparence et d'information.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord là pour le coup. Là aussi, je pense que il y a un aspect de compréhension important. D'abord, justement, le propre de l'effet des papillons, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Il n'y a pas d'armada de papillons. C'est un qui peut déclencher le truc. L'autre aspect, c'est le... Je me suis perdu avec l'autre partie de votre propos. Alexandre, Rapport au hasard. Oui, pardon, merci beaucoup. Alors ça, oui, excusez-moi, c'est vraiment justement un aspect extrêmement important et intéressant. C'est les théories du chaos se réapproprient l'importance de l'hasard, du hasard, et ils disent que justement un système n'est pas prévisible. Toute la vision d'avant, mécaniste, est que justement, voilà, action, réaction, comme vous l'avez dit, on ne croit pas au hasard. Et l'apport épistémologique, l'apport majeur de la pensée des théories du chaos, et en même temps de toute la théorie de la complexité, c'est de montrer qu'on doit se réapproprier le hasard. Et ça, je ne pourrais pas vous en convaincre en quelques minutes, mais alors si ça vous intéresse, si je devais citer qu'un nom, lisez Ilya Prigogine, qui a été un des apports majeurs justement sur à la fois la théorie de la complexité, la théorie qui ont été, il n'utilisait même pas lui, je crois, le nom des théories du chaos, et alors il montre, lui c'est un prix Nobel, ce qui n'est pas mon cas, mais il montre que oui, il y a du hasard. Et aujourd'hui, on ne peut pas en douter. D'ailleurs, j'aimerais le citer, propos recueillis dans ton livre, Bruno Marion. La matière est aveugle à l'équilibre et commence seulement à voir, entre guillemets, lorsqu'elle rentre en turbulence. Tu pourrais nous expliquer un peu ça? C'est un truc intéressant. Lorsque le système est à l'équilibre, finalement, il n'est pas très intelligent, on va dire. On va prendre un exemple. S'il y a toutes les particules d'eau, on va rester dans l'eau, hein, parce que ça a l'air de marcher, ça, l'eau. La particule, finalement, elle ne voit que ce qu'il y a autour d'elle, parce qu'il n'y a rien qui bouge. Et si on commence à faire bouger le truc, à faire bouillir l'eau par exemple, et là il y a un moment, le système devient turbulent, avec les effets de seuil d'après dont on a parlé. Ben là les particules elles partent dans tous les sens. Et là elles commencent à voir ce qui se passe dans tout le système. Et ben si on reprend l'amalgame là avec le système humanité, avant, finalement, quand on était dans son village, qu'il n'y avait pas vraiment de système d'information, on ne savait pas trop ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire que le système humanité de l'ensemble voyait pas ce qui se passait. Alors localement, on voyait tout aussi bien, même probablement mieux qu'aujourd'hui, ce qui se passait. Mais au niveau humanité, non seulement on était moins, mais finalement, on avait moins conscience de ce qui se passait. Et justement, là, c'est là où on retrouve le truc intéressant, c'est que le système humanité, parce qu'il est devenu turbulent, avec cette infobésité, il est plus conscient de lui-même. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop quoi en faire, mais il est plus conscient de lui-même. Alexandre ? Du coup, l'information ou la justesse de l'information sans qu'elle soit déformée est ultra importante dans la société actuelle, en vue de ce que la plupart des médias font. Oui, mais d'un autre côté, quand tu parles d'informations qui ne doivent pas être déformées, ou si on parle de désinformation, l'intérêt dans la vision que propose Bruno, c'est que dès le moment où tout s'agite dans tous les sens, ça veut dire que une information, on peut la voir sous différents angles. On a une vision beaucoup plus globale de l'ensemble. Donc, on serait à même de pouvoir recouper, entre guillemets, ce qui a tendance à revenir, à se répéter, et à mettre de côté ce qui, finalement, ne rentre pas dans la vision globale. Je suis d'accord. Ouais. Enfin, je me suis mal exprimé. Je pense aussi dans cet ordre-là. Là, on retrouve l'enjeu qu'on a évoqué plusieurs fois, qui est de savoir traiter l'information. On ne sait pas, on ne nous a pas appris. Il y a une telle quantité d'informations, vraies, fausses, son contraire, et on n'a pas appris. On n'a pas appris. Je ne sais pas si on peut, potentiellement, vraiment savoir le faire, mais c'est un enjeu. Et là aussi, c'est un chemin, quoi. Faut apprendre. Autre chose, Alexandre ? Une dernière petite question, c'est un peu du hors-sujet, à la fois dans le sujet.
est-ce que vous feriez un lien aussi avec d'autres débats qu'il y a sur la radio, comme par exemple les interventions qu'il pourrait y avoir des humides sur la Terre ou d'autres choses comme ça, interventions qui auraient déjà... J'ai pas compris, Alexandre. Est-ce que vous arriveriez à faire un lien des fois sur la radio on entend parler d'interventions humides sur les débats ou d'interventions d'énergie ou de choses comme ça. Alors là, tu fais référence à des intelligences potentiellement extraterrestres. Voilà. Alors, c'est des débats. Donc, la question serait de savoir si Bruno croit au fait qu'il y ait des intelligences qui viendraient sur Terre pour échanger de l'information. C'est ça la question? Un lien, s'il mettrait un lien ou s'il n'a pas encore réfléchi ou... J'ai pas d'avis. Ok. Honnêtement, j'ai pas d'avis. Je sais pas quoi dire. Voilà, Alexandre. Eh bien, merci. Merci à toi. Bonne fin de Bonne nuit. émission. Au revoir. Au revoir. Le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions auprès de Bruno Marion, ce soir, notre invité, dans le cadre de ce magazine Énergie Positive, le livre Chaos, mode d'emploi, solutions individuelles et collectives, c'est aux éditions Yves Michel. Bruno, on s'était arrêté juste avant les interventions des auditeurs. Je vais te relâcher dans peu de temps. Non, j'attendais la pause musicale. Ah, mais oui. J'étais excité par la pause musicale parce que Allez. moi j'essayais péniblement de mettre un peu de fractal dans cette émission, donc plus de coupures, plus de musique, et comme j'échouais, je m'inquiétais de la pause musicale. Ouais, il suffit de l'exprimer. Boys Don't Cry, c'est l'album de Cure. On écoute le 12e morceau, et je pense que tu dois savoir lequel c'est Three Imaginary Boys. C'est tout de suite. The Cure,
Avec nous, Bruno Marion, ce livre, Chaos, mode d'emploi, solutions individuelles et collectives, c'est aux éditions Yves Michel. Bruno, pardon, donc juste avant que nous accueillions les auditeurs, tu avais abordé le fait qu'on ait de multiples personnalités. Tu nous dis ceci. Alors, avec toutes ces identités de plus en plus multiples et fractales, la question se pose, qui sommes-nous ? Notre personnalité n'est plus stable, elle est devenue chaotique. Aussi, la compréhension de l'évolution des systèmes chaotiques, que nous avons étudié dans la deuxième partie de ce livre, nous apporte des éléments de réflexion, et tu vois deux possibilités. Juste avant que tu reprennes le fil, ce que tu évoques à travers cette déstructuration de l'identité ou de l'image que l'on se faisait de qui je suis moi, eh bien on en revient quelque part à ce que tous les sages à travers toutes les traditions à travers le monde ont pu nous dire, à savoir que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, nous ne sommes pas notre personnalité. L'identification que l'on a au fait que je suis un PDG, que je suis un père de famille, ou que je suis un compagnon, bref, ces multiples identités nous amènent finalement à nous désidentifier quelque part. Alors qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Il reste rien, selon certaines approches, ou alors il reste tout, ce qui est un peu pareil finalement. On retrouve vraiment le côté du manque du côté supra, quoi. Alors certaines spiritualités vont parler d'âme. Est-ce que c'est l'âme ? En tout cas, je crois que un petit peu comme j'ai parlé aussi au niveau système humanité, on n'avait pas trouvé le niveau supérieur encore, au niveau de conscience supérieure. Là, je pense que c'est pareil. Je pense qu'au-delà de ce qu'on croit être, des différentes identités qu'on croit se donner, il y a quelque chose au-dessus. Est-ce que c'est au-dessus ou ailleurs ou en dessous, je sais pas, mais il y a autre chose. Est-ce que ça s'appelle l'âme? Est-ce que ça s'appelle... je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que c'est important. C'était moins important avant, mais exposé justement à ce monde chaotique, là pour le coup, ce qui était un luxe devient un truc un peu indispensable. Et c'est à la fois une mauvaise nouvelle parce que c'est compliqué, et donc je pense que les gens qui ne le trouvent pas vont profondément souffrir. Et c'est aussi une bonne nouvelle parce que je pense que ça participe à l'évolution du monde, c'est-à-dire que à la fois il y a cette émergence d'un tout plus important que les partis au niveau de l'humanité, et je pense qu'il y a la prise de conscience, parce que le tout au niveau de l'humanité a existé, le tout, la chose supérieure au tout au niveau de l'individu a toujours existé, mais on passe à un niveau supérieur en prenant conscience. Et on voit bien... en l'espace de 20 ans, 30 ans, l'explosion du besoin des êtres humains dans les pays, en tout cas, qui sont pas en train de crever de faim, quoi, qui peuvent atteindre ce luxe de se poser ce type de questions. Partout. Cette soif de compréhension, cette soif de savoir, cette soif de se trouver ou de se retrouver, je sais pas. Mais moi, je l'observe partout, dans des échelles moindres, selon les pays ou plus importantes, mais partout, je l'observe partout. Alors comment trouver cet essentiel ? Parce que finalement, la question de vouloir s'identifier est peut-être, je dis bien peut-être, légitime. Donc, qui suis-je ? La question fondamentale, et c'est même la question que tu te posais étant enfant, pourquoi tout cela ? Qui je suis, moi, dans cet environnement ? Et d'un autre côté, tu nous disais qu'il n'y avait pas vraiment de réponse. Donc, comment trouver cette essence ? Y a-t-il un couteau suisse, MacGyver, qui nous donnerait des outils essentiels pour trouver cette essence ? Alors là aussi, comme dans beaucoup d'autres domaines, comme pour l'éducation, je pense qu'il n'y a pas une réponse, mais il y a des réponses, et j'espère même qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc pour certains, c'est faire un jeûne, pour d'autres, c'est aller méditer, pour d'autres, c'est se trouver une forme de spiritualité, pour d'autres, là j'ai pas de réponse collective. Ce qui est important pour moi, comme pour les modes de consommation, quand tu m'as posé tout à l'heure la question, c'est l'incrémentation. Se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour trouver me rapprocher un peu de ça.
puisqu'on va pas l'appeler autrement. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu un bouquin? Est-ce que je suis allé voir un maître? Est-ce que j'ai médité pendant 1 heure? Est-ce que je sais pas quelle est la réponse, mais moi ma réponse à moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de plus qu'hier? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine de plus que la semaine dernière? Cette année de plus que l'année d'avant pour espérer dans cette vie, pour ceux qui croient à plusieurs vies, dans cette vie, essayer d'avoir un peu progressé, quoi. Je te cite à nouveau, comment tu vois la personne du futur, l'être humain du futur. C'est une personne plus fractale qui saura intégrer tous ces éléments. Curiosité, révolte, aspiration infinie, conscience, responsabilité, distance et sagesse dans chaque instant de sa vie. En particulier dans sa vie d'adulte, il saura garder sa curiosité d'enfant, ses capacités de révolte et d'indignation adolescentes et aspirera à toujours plus de sagesse. Ouais, on retrouve vraiment pour moi le et, quoi. Au-delà des différentes phases objectives d'évolution, quoi. Quand on est bébé, on est bébé. Mais je pense que quand on a passé les différentes phases, il est important de réintégrer les précédentes, de ne pas les laisser s'abandonner, d'accepter toutes ces contradictions, toute cette non-dualité. Et quand on y réfléchit, on peut se dire, oh là là, c'est dur, on va pas y arriver, ou on peut se dire, mais c'est fascinant, quoi, c'est super excitant. Et là aussi, bah, si on a fait un petit pas de plus que la veille, à la fois on se construit quelque chose pour soi, et comme toutes les fractales, je suis convaincu qu'on contribue à la construction de quelque chose pour le tout, pour l'humanité. Tu donnes un exemple par rapport à l'idée qu'on peut se faire de la fractale sur ce qu'est la conscience. Tu parles d'une projection. Tu parles des plis, je t'aide. Ouais. Ah ouais, alors là, j'ai hésité dans mon livre à mettre ce truc-là. Je me suis dit, là, c'est clair, les gens, ils vont vraiment trouver que je suis barré. Mais alors, j'ai attendu un peu, c'est plutôt vers la fin du livre, comme ça, je me suis dit, s'ils ont lu jusque-là, ils se diront, il me reste plus que 20% du livre, allez, on va y aller. Oui, non, mais ce que je propose, c'est, encore une fois, là aussi, c'est une grille de lecture. Finalement, la conscience, par exemple, on est à plusieurs stades de conscience. Dans les plus simples, il y a des moments où on est éveillé, il y a des moments où on dort. Dans les moments où on dort, on rêve d'ailleurs. On pourrait s'interroger d'ailleurs, le rêve, enfin, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, hein. C'est quoi? Et puis la mort, c'est quoi finalement? C'est un autre état de conscience. Peut-être que on pourrait se dire finalement, et c'est là où il y a le côté image fractale, et là ça serait sympa d'en voir une, vite, allez en voir une sur Internet si vous pouvez. On pourrait dire que finalement, il y a des phases du sommeil, c'est presque une petite mort finalement. Et c'est là où le côté fractal. Et peut-être qu'on pourrait travailler ce côté-là de la conscience en la fractalisant, ça n'existe pas hein, comme mot, mais en apprenant à gérer cette petite mort dans la vie, dans l'état de conscience vivant aujourd'hui. Peut-être que, et il y a des tas de grands maîtres spirituels qui décrivent ou qui proposent, et sans parler des expériences de mort imminentes, hein, qui posent des questions extrêmement intéressantes sur ces sujets-là. Est-ce que finalement, on peut pas, ou dans la méditation, apprendre à être conscient quand on sera mort? Alors là, on ouvre des perspectives à la fois passionnantes et peut-être qui sont de l'ordre du rêve, mais je trouve que c'est sympa aussi de se poser ces questions-là. Est-ce que tu pourrais nous donner l'exemple de ce qui s'est passé dans une ville d'Oklahoma, la ville de Jenks, si tu t'en rappelles? Alors, je me permets, pour te renouveler un petit peu ta mémoire, ce qui s'est passé avec une maison de retraite. Ah bien sûr, alors ça j'adore ça. C'est un très bon exemple, oui. fractal justement. Alors c'est une expérience qui a été menée dans une ville américaine, et il y avait une maison de retraite. Le Grass Living Center. Exactement. Et il y a une école, par ailleurs, ce qu'on appellerait une école primaire en France, pour donner une idée un peu de l'âge. Et ils ont fait l'expérience de créer une classe pour les enfants au sein de la maison de retraite. On va appeler ça la maison de retraite.
avec des interactions. Alors au début, c'était que quelques heures par semaine, et puis ça s'est étendu. L'idée étant au départ que les personnes plus âgées viennent interagir avec les enfants. Et alors, il est apparu des phénomènes absolument fascinants en termes d'apprentissage. Parce que les gens plus âgés ont apporté d'autres formes de regard, et les enfants les ont écoutés, du coup ils ont commencé à apprendre différemment. Et alors on s'est rendu compte, en plus de ça, bon, l'histoire est que les enfants de primaire, c'était plutôt un endroit... on va dire difficile, des quartiers un peu difficiles, donc qui étaient plutôt pas en avance par rapport aux résultats scolaires nationaux, etc. Et en moins d'une année scolaire, les résultats scolaires ont explosé. Mais de manière absolument extraordinaire. Et c'est sur ce sujet qu'ils travaillaient. Mais alors, il y a d'autres sujets qui sont apparus, qu'ils n'avaient pas du tout prévus. C'est que la consommation de médicaments dans la maison de retraite s'est complètement effondrée. Les anxiolytiques, les somnifères, mais ils n'en voulaient plus, les habitants de la maison de retraite. Et ce que je trouve fascinant, voilà, c'est... et là, on retrouve encore une fois l'effondrement des frontières. C'est plus la gauche, la droite, le féminin, le masculin, les jeunes, les vieux. C'est que on remet de l'un dans l'autre, et avec des effets magiques. Et je pense que justement, quand on commence à avoir cette grille de lecture, on peut commencer à mener des expériences passionnantes. Pourquoi avoir des jeunes dans des maisons pour les jeunes et les vieux dans des maisons pour les vieux? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de mélanger tout ça? C'est pas le mélanger au sens de faire du gris en mettant du blanc et du noir, mais c'est justement en créant des belles images. Consciemment, on va se dire, tiens, on va le faire 3 heures par semaine, on va essayer, puis finalement, peut-être on va le faire 3 jours par semaine, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et autant, peut-être que les personnes âgées ont arrêté de prendre des petites pilules, hein, autant pour les enfants, ils ont eu donc des résultats en lecture et des autres matières qui ont dépassé toutes les espérances, à tel point que la demande pour que son enfant rentre dans cette école a fait un boom extraordinaire. Ils peuvent pas répondre entre guillemets à la demande, mais ce qui, bien entendu, est intéressant à travers cet exemple très réel, très concret, c'est de voir à quel point ça marche pour le mélange intergénérationnel. Pour clore, parce que je sais que tu sais pas du tout tes horaires de vie que d'être ou de veiller en tout cas aussi tard, j'aimerais que tu nous racontes une histoire. C'est l'histoire du vieux professeur et du bocal caillou. Et pour cela, si tu as le livre sous la main, c'est page 168. Ah, j'ai l'histoire bien en tête. Ah bah alors, dans ce cas-là. Bien en tête. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, cette histoire. Hein. C'est une histoire connue, c'est une légende qui, je pense, au départ est vraie. C'est des managers, des dirigeants d'entreprises qui sont tous dépassés par leur emploi du temps, qui n'arrivent plus à suivre les choses. Et donc, ils vont à un stage de gestion du temps, quoi, pour apprendre à comment on va gérer ces journées. Et ils sont tous brillantissimes, ils ont fait les meilleures écoles. Et dans le cours de gestion du temps, il y a un vieux monsieur qui arrive, un vieux professeur, et il arrive dans la classe avec un gros sac de sport et un aquarium, mais quand même comme un aquarium cubique, enfin rectangulaire pour les poissons. Il pose son aquarium, il pose le sac, il dit bonjour, mais c'est tout. Hein. Et il ouvre son sac, il commence à sortir des espèces de galets qui j'imagine, il a ramassé sur la plage, et il remplit jusqu'à ras-bord l'aquarium avec les galets. Et là, il se retourne vers les brillants PDG et ils leur disent alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est plein là? Alors les gars, ils sont pas débiles, ils disent ouais, ça a l'air plein, ouais. Et alors là, il reprend son sac et il commence à prendre un sac de gravier. Il y avait un petit sachet en plastique avec des graviers et il commence à saupoudrer les graviers dans l'aquarium. Il remue un peu le truc et il arrive à mettre comme ça quelques kilos de gravier. Alors il se retourne vers les brillants PDG et il dit alors c'est plein maintenant. Alors les gars ils sont pas débiles quand même. Il dit ah ouais alors, on a vu venir maintenant. Non c'est pas plein. Et effectivement le gars il sort un sac de sable et il commence à mettre le sable. Il remue un peu, il pousse un peu et il arrive à refoutre quelques kilos de sable dans le truc. Alors là il se retourne vers son auditoire. Il dit alors là ce coup-ci là c'est plein. Alors là, ils sont un peu partagés, ils hésitent. Il y en a, ils se disent, bon, là, quand même, il a poussé un peu loin le truc, là. Et puis, les autres, à mon avis, il a trouvé encore un truc. Et effectivement, il sort une bouteille d'eau et il commence à remplir l'eau qui se va très très bien. Et il dit, voilà, écoutez, je vous ai tout appris, là. Il y a un truc que je peux vous dire, c'est que si vous mettez pas les gros cailloux d'abord,
pouvez pas remplir l'aquarium avec le reste. Et bien, si vous voulez apprendre à gérer vos priorités dans votre vie, identifiez c'est quoi vos gros cailloux. C'est quoi? C'est vos enfants, c'est votre vie spirituelle, c'est le sport, bien manger, bien dormir. C'est vous qui choisissez les gros cailloux. Moi, j'ai pas d'avis. Et pour les plus passionnés d'entre vous qui ont regardé qu'est-ce que c'était ou qui connaissent ce que c'est qu'une image fractale, eh ben vous verrez très très bien que les gros cailloux avec les petits cailloux, les plus petits cailloux, le sable, c'est une superbe image fractale. Et quand on voit ça, eh bien on peut du coup apprendre, encore une fois c'est une grille de lecture, apprendre à gérer sa vie de manière fractale en identifiant c'est quoi les grands cailloux de ma vie et je vais les mettre en premier. Et puis c'est quoi les un peu plus petits cailloux, je vais les mettre en deuxième et puis on verra après. Mais je vais pas faire l'inverse. Je vais pas mettre le sable d'abord, sinon j'arriverai pas à mettre mes priorités. Eva, est-ce que tu aurais peut-être réflexion ou question avant que Bruno nous quitte? Là, comme ça, non. Bruno Marion avec nous ce soir, KO mode d'emploi, solutions individuelles et collectives. C'était aux éditions Yves Michel. Voilà, j'espère en tout cas, c'est mon souhait ce soir de vous avoir donné envie de vous procurer ce livre. Moi personnellement, j'ai adoré. J'ai appris beaucoup de choses, notamment à pouvoir élargir ma vision du monde. Et ma foi, comme outil ou comme mode d'emploi, je trouve ça très intéressant. Un grand merci Bruno d'être venu ce soir nous faire part de ce livre. C'est une très belle pierre au mur. Merci beaucoup. À une prochaine. Oui, j'espère. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La suite de nos programmes sur ici maintenant 95.2. Eh bien, je vais vous proposer d'écouter les propos de Satprem. Satprem, donc, on peut dire que c'est un sage français qui a été auprès de Mère et Sri Aurobindo, qui a eu l'occasion de connaître les geôles nazies. Il est à la base breton, marin, et puis voilà. Donc, longue histoire. Il lui est arrivé certaines choses. C'est une interview qui date de 1982, la qualité sonore n'est pas exceptionnelle, mais les propos, eux, sont très profonds. Donc ils font écho certainement à cette émission, ça dure 11 minutes, d'ailleurs ces propos vous pouvez les retrouver sur YouTube, et j'aurai l'occasion de vous proposer par la suite une autre émission, Énergie Positive, avec un autre invité. En tout cas, le meilleur. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Je vous retrouve vendredi prochain, le 27. Nous aurons l'occasion de parler de marche, de sentier, de pèlerinage. Vendredi prochain, même heure, 23h, Énergie Positive. Bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Ah, d'ailleurs, on se quitte avec Gorillaz, un morceau qui est très connu, hein, Clint Eastwood. Glad I got